Les grands crus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est forcément meilleur? On va voir ça tout de suite. Salut, c'est Alex, bienvenue sur 5 minutes vin, la chaîne qui vous apprend des trucs sur le vin en moins de 5 minutes, ou presque. Aujourd'hui, on va parler des grands crus, et on va voir que d'une région à une autre, la définition n'est pas du tout la même. On commence tout de suite avec Bordeaux. Bordeaux, on a rive gauche et rive droite qui sont deux terroirs différents, et on aura bien sûr deux classements différents. À Bordeaux, que ce soit rive droite ou rive gauche, on aura un classement de négoce, c'est-à-dire qui sera basé essentiellement sur les châteaux et leur réputation. Donc pour expliquer ça, on va faire un petit rappel historique. Il y a un événement majeur au XIe siècle qui est le mariage d'Aliénor d'Aquitaine au futur roi d'Angleterre. Donc en fait, ça va créer un monopole des vins de Bordeaux à l'export vers l'Angleterre. Et en plus de ça, les Anglais vont peu à peu acheter les châteaux disponibles à Bordeaux. Donc il y a deux conséquences de ça. La première, c'est la forte dynamique commerciale des vins de Bordeaux par rapport au reste de la France. Et ensuite, il y a le phénomène des grands marchands propriétaires de châteaux à Bordeaux. De là arrive ensuite l'exposition universelle de 1855. Et donc, il faut savoir que à l'époque, il n'y a pas d'AOC pour garantir l'origine des vins. Et Napoléon va instaurer le classement de 1855 pour voir quels vins sont les meilleurs par rapport à d'autres. Donc le classement de 1855 concerne la rive gauche, il va être fait par le négoce pour l'exposition universelle, et ce classement, il va consacrer 57 rouges, donc il y a 5 niveaux de grands crus classés, les premiers sont les plus connus, et il ne va jamais bouger, sauf une fois, en 1973, Pompidou reclasse Mouton Rothschild de deuxième grand cru classé à premier grand cru classé puisqu'il travaillait chez Rothschild. On a aussi en 1855 un classement qui sera fait en parallèle pour les vins liquoreux qui va consacrer 21 vins, donc un classement qui est en 3 niveaux. Et ce qui est drôle, c'est que le seul premier grand cru supérieur est le château Yquem. À partir de ce classement de 1855, on fait des jaloux puisque pour les nouveaux domaines ou ceux qui n'ont pas pu l'intégrer, il n'y a aucune possibilité de rentrer dans ce classement. Donc les Bordelais de rive gauche vont créer la distinction cru bourgeois qui va permettre à ceux qui ne font pas partie de ce classement de pouvoir avoir aussi une distinction. Donc il y a 3 niveaux de cru bourgeois supérieur et cru bourgeois exceptionnel. Contrairement au classement de 1855, la dénomination cru bourgeois est revue de temps en temps, puisque la dernière fois c'était 2003 et puis 2020. Donc là où le classement de 1855 était vraiment un classement de réputation, le classement des crus bourgeois est plutôt un classement de dégustation. Pour la rive droite, le classement de Saint-Émilion est beaucoup plus récent puisqu'il voit le jour en 1955 et il sera revu 5 fois jusqu'en 2012. Donc on a les grands crus classés A, qui sont les plus connus et les plus réputés, les grands crus classés B, les grands crus classés et les grands crus. Donc il faut savoir qu'en 2006, une importante querelle juridique éclate au sein du classement entre plusieurs interlocuteurs, et cette querelle va durer jusqu'en 2020. Donc jusqu'en 2020, le renouvellement ne va pas pouvoir être acté, et le classement en 2020 va être repris par l'INAO. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 3 des grands crus classés A, donc les plus réputés, ont quitté ce classement suite à cette querelle juridique. Le classement, aujourd'hui, il a toujours des critères principalement de réputation et de dégustation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce classement bordelais, que ce soit rive droite ou rive gauche? Ce qu'on peut dire premièrement, c'est que malgré qu'il soit très vieux, particulièrement pour celui de 1855, ce classement drive toujours les prix. La bouteille de Mouton Rothschild ou de Lafite Rothschild en primeur, elle est à plus de 1000 €. Et en plus, ces produits sont devenus des produits de spéculation. Bon, donc après, si on a envie de payer sa bouteille de vin 200-300 €, voire 1000 €, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'embête dans cette partie grand cru classé de réputation, c'est qu'on va mettre parfois un petit peu de côté la partie grand cru de terroir. Je m'explique. Si un château, un premier grand cru classé, achète une parcelle et qu'il la met tout de suite dans son premier vin, cette nouvelle parcelle sera automatiquement premier grand cru classé. S'il a envie de tripler sa production sur une année de premier grand cru classé, il le fera. Donc en fait, on fait confiance à un château, on fait confiance à une marque, mais on n'est pas du tout
attaché à une parcelle, à un terroir particulier. Même si, bien sûr, les premiers grands crus classés du Médoc sont sur un terroir particulier. Mais d'une année à une autre, les parcelles changent et bien sûr, au fur et à mesure des années, leur production augmente. Après avoir vu Bordeaux, on va voir la dénomination Grand Cru en Bourgogne. Donc la tradition est complètement différente puisque autant Bordeaux, on était sur une tradition de grands marchands anglais. En Bourgogne, on est plutôt sur une tradition paysanne et donc la dénomination Grand Cru est complètement différente. En fait, historiquement, en Bourgogne, ce sont les moines qui ont planté et exploité les vignes dans les monastères. C'est pour ça qu'on a une vision des grands crus à la parcelle. Donc en Bourgogne, mieux on sera exposé, plus on sera haut dans les crus. Donc on part de l'appellation village, au premier cru, au grand cru, et à chaque fois, cette exposition correspond à une parcelle qui correspond elle-même à une appellation. Et la Bourgogne va même encore plus loin, puisqu'on a plein de micro-appellations, de micro-parcelles, qui sont donc des AOC à part entière, et c'est ce qu'on appelle les climats. J'ai voulu prendre un exemple de ce qu'est un grand cru avec Chablis. Le Chablis grand cru, c'est vraiment ce qui est en orange foncé. Et je ne sais pas si on se rend compte sur la carte et puis après sur la photo, mais donc c'est très central, le Chablis grand cru, c'est ce qui est le mieux exposé. Et après, plus on descend dans les crus, moins l'exposition est bonne. En conclusion, on peut dire que la Bourgogne cadre bien avec la définition qu'on a en tête des grands crus. On parle d'une parcelle mieux exposée et donc qui est dans une appellation déterminée. Le problème ensuite, ce sont les prix des grands crus de Bourgogne et même de certains premiers crus. La demande ne cesse d'augmenter et parfois l'offre est mise à mal par les mauvaises conditions climatiques qu'on peut avoir en Bourgogne. Ce qu'on peut dire aussi en ouverture, c'est est-ce qu'avec le réchauffement climatique, le fait d'être grand cru, d'être mieux exposé, donnera toujours le meilleur vin ? Petit focus rapide sur l'Alsace. L'Alsace se rapproche de l'approche bourguignonne, à la parcelle. On a 51 crus classés, mais qui sont que sur certains cépages particuliers. On va parler maintenant des grands crus en Champagne. La Champagne a un classement par village. On a des villages grands crus, des villages premiers crus et des villages qui sont rien. Ce classement en Champagne est un classement aussi d'origine historique, puisque c'est un classement d'achat de raisins. Les villages grands crus sont les villages où le raisin était le plus cher, versus les premiers crus, versus les villages non classés. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. En Champagne, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% du chiffre d'affaires des ventes est réalisé par les maisons de Champagne, les maisons de négoce. Par contre, 90% du vignoble appartient aux vignerons. Donc on a un achat massif des raisins par le négoce. Donc comment on a fait ce classement au début du XXe siècle ? Bien sûr, on a pris les terroirs qui nous semblaient les meilleurs, certains villages avec les sols crayeux de la Côte des Blancs, certains villages de la montagne de Reims. Mais on a aussi fait ce classement pour des impératifs commerciaux. En Champagne, on a 3 cépages majoritaires. Le chardonnay, le pinot noir, le pinot meunier. Les cépages internationaux les plus connus sont le chardonnay et le pinot noir. Dans ce classement, on n'a aucun village pinot meunier en grand cru et presque aucun en premier cru. Il ne faut pas oublier que ce classement aussi avait une dimension pratique. À l'époque, on approvisionnait les raisins avec des chevaux. Donc les villages grands crus, et à moindre mesure premiers crus, étaient ceux qui étaient les plus proches des centres de pressurage des grandes maisons. Les raisins arrivaient plus vite avec les chevaux et donc étaient moins abîmés, on avait une meilleure qualité de vin. Ce qui est gênant dans le classement champenois, c'est que en plus d'être d'un autre temps par rapport à ce qu'on a dit sur l'approvisionnement, c'est qu'on est dans un classement au village. Donc même la parcelle la plus pourrie du village, qui est près d'un bois, qui est mal exposée, elle sera grand cru quand même. En opposition à la vision bourguignonne ou alsacienne, où un grand cru correspond à une parcelle avec une appellation donnée. Donc avant d'aller chercher un grand cru ou un premier cru, il faudra avant tout aller chercher le champagne qui vous plaît. Donc en conclusion, on voit que chaque région a sa propre définition du grand cru, qui sont des héritages historiques. Donc on a vu qu'à Bordeaux, on a des grands crus de marque. En Bourgogne ou en Alsace, on a des grands crus de terroir. Et en Champagne, on a des grands crus de village. Maintenant que vous savez, faites vos choix en connaissance de cause. À vous de jouer, à vous de déguster. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo et abonnez-vous.